Bienvenue sur Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent, de thunes, de pognon de manière simple, décontractée et fun. Je m'appelle Delphine Pinon, je ne suis ni banquière ni comptable, c'est la passion qui m'a rendue experte des sujets d'argent et plus spécifiquement de sa gestion au quotidien. Tous les 15 jours, je dévoile avec mes invités une facette de l'argent. On parle aussi bien de budget et de notre rapport à l'argent que de placements financiers pour notre épargne. À travers cette multitude de témoignages personnels, chacun y trouvera ce dont il a besoin pour son propre budget chéri. Retrouvez-moi également chaque semaine dans ma newsletter, j'y partage des conseils sur l'argent, mes réflexions personnelles et une sélection des meilleurs contenus que je trouve sur internet. En vous inscrivant, vous recevrez en bonus un extrait de ma méthode budgétaire. Avant de vous parler de l'épisode du jour, j'ai une annonce à faire. J'ai créé un guide de conseils de lecture. Ça fait un moment que vous, les auditeurs, vous me demandiez si je pouvais vous recommander un certain nombre de livres. Pour l'instant, vous pouvez y trouver une dizaine de commentaires des meilleurs livres que j'ai lus sur les thèmes de l'argent, avec notamment, et entre autres, le fameux Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Le guide est totalement gratuit et le lien de téléchargement se trouve en description de l'épisode. Venons-en à l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va voyager avec Nicolas Devic. Nicolas est infopreneur. Il travaille en couple avec sa femme Sandrine et ensemble, ils accompagnent des gens comme vous et moi à se reconvertir à travers l'entrepreneuriat en trouvant leur voie de cœur dans un programme qu'ils ont intitulé « J'entreprends ma vie ». Avec leurs 2 garçons, ils sont partis faire un tour du monde en famille presque pendant 1 an à Bali, en Australie, en Inde, en Thaïlande et au Bhoutan. Et c'est de cette aventure que j'ai eu envie de parler avec Nicolas. Ah, faire un tour du monde en famille, c'est tentant, non? Certains en rêvent quand d'autres passent à l'action. L'argent est au cœur d'un tel projet. Comment financer son départ? De combien a-t-on réellement besoin pour partir? Où aller? Comment se déplacer? Que faire de son logement, de son boulot? Comment gérer l'école des enfants? Pourra-t-on vivre de ses économies? Peut-on continuer à travailler tout en voyageant? Et s'il nous arrive quelque chose, pourra-t-on rentrer? Alors que le voyage est de plus en plus économique et qu'il existe des tas de blogs de voyageurs sur internet et qu'il est plus facile que jamais de travailler depuis l'autre bout du monde, prendre la décision de tout quitter, d'emmener femme et enfants pendant 1 an est souvent bien plus difficile que de décider par exemple de se marier. Un projet qui demande tout autant de planification, selon moi, et dont on peut comparer les budgets. Alors pourquoi ne passe-t-on pas à l'action? L'argent est-il notre seule source d'angoisse? Quelles croyances limitantes nous empêchent de passer du rêve à la réalité? Pendant un peu plus d'1h15, Nicolas et moi avons exploré le lien particulier qui unit voyage et argent. Comment planifie-t-on un tel voyage? Doit-on nécessairement avoir de l'argent de côté pour se lancer? Quel budget eux ont-ils prévu? Jusqu'où ont-ils planifié leur aventure? Qu'ont-ils fait de leur logement, de leur possession, de leur boulot? Ont-ils eu des moments de doute? Ont-ils eu le sentiment de se priver ou ont-ils dû renoncer à certaines envies? Comment ont-ils géré leur argent pendant le voyage? Qui tenait les comptes? L'argent a-t-il été source de conflits à un moment donné, notamment dans le couple? Et comment le voyage a changé leurs perspectives respectives sur l'argent? Nicolas a accepté de partager son histoire de voyage, y compris les chiffres, y compris les doutes, y compris les difficultés. Et le voyage n'a pas toujours été rose. Ces peurs liées à l'argent ont rapidement pris le dessus dès le décollage à l'aéroport de Bruxelles. Sans vous dévoiler son récit, cette aventure lui a finalement permis de faire évoluer sa relation à l'argent, une sorte de thérapie grandeur nature pour lui qui s'est toujours vu comme un stressé et dans l'insécurité par rapport à ses finances personnelles. En réécoutant cet épisode pour faire le montage, je dois d'ailleurs vous avouer que j'ai été chamboulée. Ce que Nicolas a vécu, je le vis en ce moment. Plus que jamais, je me sens dans l'insécurité vis-à-vis de l'argent et malgré toute l'épargne que j'ai réussi à accumuler sur mon compte en banque au fil des années. Pour moi, les paroles de Nicolas ont été comme un cadeau et j'espère qu'elles vont me permettre d'évoluer dans cette insécurité que je ressens en ce moment. J'espère vous aussi que vous puiserez dans cet épisode des ressources pour vous donner envie d'accomplir vos rêves de voyage ou n'importe quel autre rêve que vous avez. Voilà, je vous laisse en notre compagnie et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Nicolas! Salut Delphine!
Écoute, je suis super contente de te revoir. En fait, on s'est rencontrés en mars dernier à la conférence de Christian Junot. Et depuis ce temps-là, on essaie de se courir après pour enregistrer cet épisode. Mais malheureusement, à cause du confinement, on n'a pas pu organiser une rencontre. Je voulais venir chez toi à Bruxelles et malheureusement, ça n'a pas été possible. Et oui, ça c'est les surprises de la vie. Mais en tout cas, le courant est bien passé quand on s'est rencontrés à Paris. Et je suis très très heureux de pouvoir participer à ton podcast. Alors Nicolas, d'habitude, tu n'œuvres pas tout seul puisque vous travaillez en couple avec ta femme. Vous faites du coaching et de l'accompagnement de gens comme vous et comme moi et les auditeurs qui m'écoutent et qui ont des envies de reconversion, de changement de vie. Est-ce que je me trompe pas? Ah, c'est exactement ça. Et je rajouterais une couche par-dessus qui est la couche entrepreneuriale. Parce que selon nous, entreprendre, c'est sans doute la voie royale du développement personnel, spirituel. Et à tout niveau, ça fait évoluer. Donc, on encourage les gens aussi à se lancer dans un projet qui fait du sens. Et d'ailleurs, le programme que vous avez mis en place, le programme de coaching et d'accompagnement s'appelle J'entreprends ma vie. Donc, tout est un peu dit dans ce titre. Exactement. Oui. Pour nous, c'est vraiment important de considérer que toutes les expériences qu'on traverse au cours d'une vie sont des expériences qui nous permettent d'apprendre, de grandir et de se réaliser. Et si on entreprend sa vie, eh bien, on est acteur de ce qu'on décide d'en faire. Et je pense que c'est une des clés, probablement une des clés d'une vie pleine de sens. Alors c'est pas, même si j'adore ce que vous faites, toi et Sandrine, c'est pas pour votre activité d'accompagnement que tu es avec moi aujourd'hui, c'est pour parler d'une aventure personnelle que vous avez vécue en famille, toi et vos 2 garçons, qui est l'aventure d'un tour du monde que vous avez fait de septembre 2018 à juin 2019, si je ne me trompe pas. Exact, oui, c'est plutôt un tour du bout du monde. On est parti vers, on est parti vers Bali, vers l'Australie, vers l'Asie, l'Inde, etc. Et c'est un très très grand rêve qu'on portait Sandrine et moi depuis plusieurs années et qu'on a réalisé l'année passée, ouais. Alors, quand on s'est rencontrés à la conférence de Christian Junot, tu étais justement, tu es monté sur scène pour raconter une partie de cette histoire. Et c'est comme ça que j'ai découvert le projet que vous aviez eu en famille. Et moi, c'est un sujet qui me passionne parce que quand on parle d'argent, effectivement, et quand on parle de projet de vie, l'idée, le souhait, même le rêve de pouvoir faire un tour du monde en couple ou en famille, c'est quelque chose qui revient souvent chez les gens. Et malheureusement, ça reste souvent un rêve parce qu'il y a peu de gens qui passent à l'action. Et donc, te recevoir aujourd'hui, c'était un moyen de te questionner et de savoir comment est-ce que justement on passe du rêve à la réalité. Et comme en plus c'est l'objet de ce que vous faites à titre professionnel, Sandrine et toi, bah voilà, la boucle est bouclée sur ce thème de comment est-ce que on réalise ses rêves. Eh bien, écoute, je suis ravi de répondre à tes questions là-dessus parce que c'est sûr que l'argent est aussi au centre de ce type de projet parce que ça conditionne plein de choses, hein. Où est-ce qu'on s'en va? Quel moyen de transport on va prendre? Comment on va se loger? Comment est-ce qu'on peut continuer finalement à profiter de la vie dans cette forme d'insouciance? Parce que le voyage amène à l'insouciance, hein, de se dire, j'ai pas envie de me prendre la tête quand on voyage. Et l'argent, ben, en général, on se prend la tête dessus. En tout cas, nous, on s'est bien pris la tête. Donc, j'ai hâte de décortiquer ça avec toi. Et moi, j'ai hâte d'entendre ce que tu as à me dire. Alors, on va faire un traitement assez chronologique finalement du tour du monde parce qu'il y a vraiment l'avant. Comment est-ce qu'on prépare ça sur les aspects financiers? Il y a le pendant, comment est-ce qu'on gère l'argent au cours du voyage? Et je sais que tu as des choses à me dire sur la manière dont vous avez un peu changé vos plans. Et puis l'après aussi parce que comment se passe le retour à la réalité et la réalité, c'est aussi les préoccupations financières, le travail, recommencer à gagner sa vie. Voilà. Donc, on va tout passer en revue de manière assez chronologique. Donc, de manière naturelle, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est né ce projet et à quand remonte ce projet? Alors le projet, en fait, il est intimement lié à un épisode très précis de ma vie qui est la démission. Donc je travaillais comme ingénieur depuis 8 ans, je pense, 7-8 ans pour des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. Hein, ça le fait hein, quand même de dire ça. Sauf que, sauf qu'en gros, j'ai passé une phase de vie où j'étais complètement perdu là-dedans, vraiment en perte de sens et surtout en conflit intérieur plutôt avec le fait que j'étais pas aux commandes. Donc, j'étais pas en train de décider la direction que prenait ma carrière, ce que j'allais en faire, etc. J'étais en train de déléguer à un patron, un département des ressources humaines,
quelles étaient les prochaines étapes pour moi, qu'est-ce que j'allais apprendre, en quoi j'allais me former. Et j'ai eu vraiment un gros coup sur la tête le jour où une formation m'a été refusée à plusieurs reprises par mon employeur. Et là, je me suis dit, c'est pas possible de continuer à déléguer cette partie-là de ma vie. Il va falloir que je me prenne en main. Et donc, j'ai viré mon patron à cette époque en me disant, voilà, il ne répond plus à mes attentes, donc je vais devoir me passer de ses services, d'une certaine manière. Et c'est à ce moment-là qu'est né aussi ce projet de tour du monde, parce qu'un peu comme une symbolique, un peu comme une métaphore en fait. Donc c'est quoi se libérer d'un job qui nous convient plus? Au service de quoi est-ce que je fais ça? Et si c'est pour réaliser un rêve, à quoi ressemble ce rêve? Et l'image du tour du monde en famille est apparue comme la petite histoire parfaite à se raconter à ce moment-là, se dire voilà, je vais me libérer de mon job, je vais entreprendre et un jour je ferai un tour du monde en famille. Alors, c'était quand exactement, du coup, le voyage ayant débuté en septembre 2018, à quel moment tu as quitté ton job? Alors, ça remonte à 2014. Ok. Donc, il s'est passé un petit peu de temps pendant lequel, justement, tu as monté, j'imagine, cette activité entrepreneuriale avec Sandrine. Exactement, on s'est lancé sur Internet, on a essayé plein de trucs dans tous les sens. Pendant 2 ans, on a beaucoup bossé sur Internet sans gagner un seul centime. On faisait beaucoup de création de contenu, de vidéos sur YouTube. On a essayé de se lancer dans des marketing de réseau. Enfin, on a essayé un peu plein de trucs. On gagnait vraiment que dalle. Heureusement, moi, je continue à faire de la consultance technique en tant que bon ingénieur pour des boîtes pharma toujours, mais en tant qu'indépendant. Ce qui a permis en fait de bien gagner ma vie pendant encore quelques années. Ça restait loin de mon rêve, mais je gardais en ligne de mire ce rêve de tour du monde en famille. Et il y a quelques années qui se sont passées, ouais. À quel moment vous vous êtes dit, bon, là c'est bon, ce sera en septembre prochain, c'est décidé, on part? Alors de nouveau, un événement très très précis qui est que mon client du moment, pour qui je travaillais environ 3 jours par semaine, a dû restructurer la boîte. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit aux 4-5 consultants qu'on était, voilà, les gars, on va devoir se passer de vous parce qu'on n'a plus les moyens. Et donc, quasi en 20 jours, c'était fin d'année, en plus c'était un mois de décembre, je ne sais plus exactement en quelle année, probablement en 2016 ou 2017. Oui, 2016 probablement. J'ai eu cette info genre le 5 décembre, qu'au 31 décembre c'était fini, et avec les fêtes de Noël et tout, en gros ça faisait mi-décembre. Donc j'ai travaillé 10 jours et puis j'avais plus rien. Et là je me suis dit, c'est vraiment le moment de se lancer pleinement sur le web et de lancer une offre, de faire des webinars, de créer de la valeur, d'enfin vendre à notre communauté, parce qu'on avait rassemblé plusieurs milliers de personnes au fil du temps. Et puis, ça a été le moment où tout a décollé. On a commencé à gagner de l'argent sur Internet, à se structurer. Et le rêve du tour du monde est devenu de plus en plus réel et plus accessible. Alors, parlons d'argent. Le jour où vous vous dites, ça y est, c'est bon, on part faire le tour du monde tous les 4. À quel moment se pose la question de l'argent et du budget? Alors en fait, la question de l'argent, parlons argent comme tu dis, la question de l'argent est venue de manière assez peu structurée, je dirais. Dans le sens que c'était difficile pour moi, et encore plus pour Sandrine probablement, de mettre un budget en place parce qu'on ne savait pas où on allait aller, on ne savait pas comment on allait se loger, on ne savait pas combien on continuerait à gagner sur Internet. Et du coup, de rentrer trop dans le détail d'un budget à ce moment-là, ça nous aurait coupé les ailes, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je me serais dit, bon, laisse tomber, tu sais pas combien ça va coûter, c'est trop risqué, blablabla. Du coup, moi, j'ai plutôt pris le parti, et je pense que je fais ça souvent dans la vie, de me dire, ça ira, je ne sais pas encore comment on va faire, mais ça va bien se passer. Et donc, j'ai lâché le côté budgétisation, je me suis plutôt concentré sur le fait que c'était important de continuer à gagner de l'argent pendant le voyage. Du coup, je me suis vraiment dit, vu que la vie est censée être moins chère dans des pays lointains, si je continue à gagner de l'argent, même un peu moins qu'aujourd'hui, ça va le faire. Et donc, j'ai plutôt mis l'accent sur comment gagner de l'argent sur Internet, en fait. C'est une démarche intéressante parce que la plupart des gens ne sont pas forcément entrepreneurs comme toi, comme moi, et n'ont pas forcément cette volonté d'arriver à générer des revenus sans travailler, puisqu'avant tu faisais du consulting, c'est-à-dire tu étais payé pour toutes les heures et les jours que tu passais à travailler. Et quand tu es passé sur Internet, donc
quand tu vends de la formation et des produits sur Internet, bah, l'idée, c'est que tu en vendes 1 ou 1000, t'as pas besoin d'y passer plus de temps et tu peux vendre alors que tu es en vacances. Je pense que, tu me diras pas le contraire, c'est un énorme avantage pour vous à ce moment-là quand vous décidez de partir, quoi. Alors oui, c'est un énorme avantage et il faut aussi être complet dans la réponse, dans le sens qu'il existe un peu le fantasme et le mythe de la semaine de 4 heures. Hein. C'est un bouquin que beaucoup de gens ont lu, où en gros, ça dit qu'on peut travailler 4 heures par semaine en gagnant des revenus en automatique sur Internet pendant qu'on boit un pina colada sur la plage. Et il y a quelque chose de l'ordre du fantasme aussi là derrière, c'est-à-dire que oui, on peut vendre 1000 formations et c'est le même travail qu'une, mais derrière, il y a des clients avec des besoins, avec des choses à gérer. Et du coup, en fait, nous, on a vraiment décidé de bosser à distance. Donc, on a structuré notre vie avec les enfants et le voyage pour pouvoir consacrer du temps à la production en marketing et en livraison donc pour les clients, mais aussi en faisant des coachings individuels avec nos clients premium, en continuant à garder du lien avec notre communauté. Donc, on n'a pas eu l'impression d'être en vacances. On a vraiment travaillé à distance autrement et peut-être qu'on travaillait 4 à 6 heures par semaine, effectivement, et que c'est extraordinaire, mais ça demande quand même de bosser, quoi. C'est ça que je voulais dire. Oui, effectivement, c'est bien de remettre les choses à leur place. Et j'ai l'impression que peut-être de plus en plus de gens qui font le choix du tour du monde, effectivement, essayent de pouvoir monétiser d'une manière ou d'une autre et de continuer à générer des revenus pendant leur voyage. Alors, on connaît évidemment pour les jeunes étudiants les visas qui permettent de travailler en même temps qu'on voyage, notamment en Australie ou dans d'autres pays. Mais c'est vrai, quand on est plus adulte, on va dire, y a de plus en plus de choses, de gens qui essayent de monétiser leur blog, qui essayent de se faire sponsoriser leur voyage. C'est des formes c'est une nouvelle façon de financer en fait un tour du monde versus la formule, je dirais, classique où on économise, et puis ensuite on part voyager avec le capital qu'on a accumulé. Ouais, exactement. Et puis c'est intéressant aussi de voir qu'il y a plein de ce qu'on appelle les digital nomades, hein, donc des gens qui voyagent avec leur ordi globalement et qui continuent à bosser à distance. Et on a rencontré plein de gens qui font des métiers qu'on pourrait faire dans un bureau depuis Bruxelles ou Paris, je veux dire, qui sont des jobs qu'on fait en freelance, hein, typiquement du graphisme ou de la programmation ou du service de comptabilité, peu importe, il y a plein de métiers où on peut continuer aussi à vendre des services et des heures, mais à distance. Donc, on a rencontré plein de gens parce qu'on était dans des coworking, dans des co-living, on a fait tout, on a un peu exploré ce monde-là du digital nomadisme. Et il y a énormément d'adultes qui bossent. C'est juste qu'ils sont à Bali pieds nus face à l'océan plutôt qu'enfermés dans un bureau à Bruxelles. Donc du coup, est-ce que on peut dire que vous aviez imaginé vivre que sur vos revenus générés pendant le voyage, ou est-ce que c'était un peu un mix quand même, vous deviez mettre un peu d'argent de côté avant pour faire face aux imprévus ou pour compléter ce que vous pensiez ne pas pouvoir générer pendant le voyage? Alors la réponse est que c'est un mix, effectivement. Ne fût-ce que pour acheter les billets d'avion initiaux, quoi. Hein. Je veux dire, partir à 4 pour Bali, ben, ça demande quelques milliers d'euros. Donc ça, il fallait les avoir à ce moment-là pour pouvoir partir. Ceci dit, ça, on peut acheter les billets d'avion quand même longtemps à l'avance et prévoir ça d'une certaine manière dans le budget. Maintenant, ce qui était assez amusant, enfin je dis amusant maintenant, mais c'était vraiment horrible pour moi, c'est que j'ai vendu ma bagnole juste avant de partir en me disant, ben voilà, je vais vendre ma voiture, ça va nous faire peut-être, je sais pas moi, 14-15 000 euros quand même. C'était une belle bagnole qu'on pouvait revendre en occasion. Et ça fera tout le budget en fait du voyage pendant un an. On peut se payer le logement facilement avec ça partout sur la planète. Et j'ai vendu ma bagnole et je me suis fait arnaquer. Donc juste avant de partir, j'ai vendu ça à un gars via Internet qui s'est présenté chez moi, qui était vraiment très correct, très distingué, bon parleur, le gars un peu séducteur dans le sens à qui on confierait n'importe quoi. Et le gars m'a payé une partie en cash et m'a fait un virement pour une autre partie. Et ce virement était un faux virement, donc l'argent n'est jamais arrivé. Et pendant des mois, je me suis mis vraiment en bad trip par rapport à ça, dans une colère monstrueuse envers moi-même, évidemment, d'avoir été stupide, quoi, de m'être fait arnaquer, mais aussi envers lui et envers toute cette partie de l'humanité qui est capable vraiment de voler, d'arnaquer, d'entuber, on peut dire ça comme on veut. Ça m'a mis dans une colère profonde et dans un gros stress financier parce qu'on est arrivé à Bali où clairement, il manquait 8 000 euros sur le budget, donc de l'argent sur lequel je comptais pour payer toute une partie des frais du voyage. Et je suis parti vraiment dans une phase où j'ai eu très peur du manque.
j'ai paniqué, je dormais plus la nuit, je prenais des Xanax pour dormir. Sandrine essayait de me récupérer à la petite cuillère pour me redresser. Je suis vraiment parti en flip total par rapport d'une part au fait qu'on avait tout plaqué pour partir à Bali. Donc on se retrouvait au paradis. Mm. Et en même temps, moi, je vivais vraiment un enfer intérieur parce que je me prenais la tête avec ces histoires d'argent. Je me disais, ben, on n'a pas été raisonnable, on n'est pas sérieux, on n'a pas fait de budget. Comment est-ce qu'on va faire pour payer tout ça? Peut-être qu'on ferait mieux de rentrer, etc. Donc, j'ai vraiment mis en doute le rêve et j'ai fait de ce paradis un enfer, quoi. Alors, moi, je suis presque abasourdie en t'entendant, parce que c'est vrai qu'on tourne autour du pot depuis le début, mais donc tu me confirmes que finalement, vous êtes parti un peu la fleur au fusil en termes d'argent, quoi. Ah oui, oui, complètement. Là, on est parti. Surtout le moment où on était dans l'avion, là, j'ai vraiment flippé. Je me rappelle, je me suis levé de mon siège au moment où il a décollé, là, juste après le décollage. J'ai été m'enfermer dans la toilette de l'avion. Je me regardais dans le miroir avec les yeux injectés de sang. Et je me tapais le front sur le miroir en me disant, mais qu'est-ce que t'as foutu? Vous êtes complètement fou. Et clairement, j'ai flippé, mais on est parti la fleur au fusil, comme tu dis, ouais. Alors moi, j'essaye de faire un épisode structuré pour que pour que les auditeurs puissent se dire, bon, bah, je vais essayer d'appliquer les conseils de Nicolas pour moi-même faire mon propre tour du monde. Et là, tu es en train de me dire, en fait, que d'une, vous aviez complètement estimé vos besoins à la louche, et de deux, qu'il vous manquait 8 000 € au moment où vous êtes parti, quoi. Ouais, mais la bonne nouvelle, Delphine, avec tout ça, c'est que je pense que ça peut vraiment aider les gens à leur manière de se dire à quel point est-ce qu'ils sont prêts à lâcher prise sur tout ce on veut pouvoir contrôler dans la vie et quand même vivre leur rêve malgré les risques, parce que c'est probablement la raison pour laquelle beaucoup de gens ne le font pas, même s'ils ont le budget, c'est que ils osent pas, ils ont peur. Et donc, d'une manière ou d'une autre, il faut dépasser cette peur-là et y aller quand même, malgré tout ce qu'on se raconte. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est que si tu continues à me poser des questions, tu comprendras que j'ai quand même mis un budget en place par la suite qui a tenu la route. Ah, bon, on va y arriver, t'inquiète pas. Du coup, au moment de partir, vous avez engagé quoi comme dépenses? Vous avez engagé les billets d'avion, évidemment. Vous aviez fait des réservations quelconques, et aussi, qu'est-ce que vous aviez organisé sur votre quotidien à Bruxelles? Est-ce que vous aviez vendu ou rendu votre logement? Est-ce que vous aviez vendu un certain nombre de choses? Donc la voiture, ça, on a bien compris. Voilà, qu'est-ce que vous aviez organisé avant de partir et qu'est-ce que vous avez dû financer avant de partir? Voilà, donc la voiture, on l'a compris, ça nous a ramené un petit 7 000 € en cash, donc plus ou moins la moitié, et ça c'était là. Ça aurait pu être pire, en fait, j'aurais pu me faire voler 100% de la bagnole. Donc Exactement. Donc voilà. Après, on était propriétaire d'un appartement et on a trouvé un locataire pour 1 an. Donc on a fait un bail d'1 an, ce qui nous ramenait un petit loyer de quand même de 1 200 € par mois, sur un crédit qu'on remboursait à hauteur de 950 € par mois à la banque. Donc un petit cash flow positif. Mais bon, ça paye quasi tout juste les frais liés à l'appartement, donc rien d'énorme. Mais au moins ça, c'était réglé. Et à côté de ça, vraiment, on n'a quasi pas d'argent de côté. On a reçu une petite enveloppe de nos parents respectifs pour nous dire, allez, bon voyage, amusez-vous bien. Donc ça donnait une bulle d'oxygène, mais vraiment, voilà, peut-être 2 000 à 3 000 € qu'on a reçu en tout pour partir comme aide. Et puis, à côté de ça, on a quand même un business. Donc, on a des clients, on a une liste email, et donc il y a de la valeur évidemment dans ce business-là qu'on avait créé depuis déjà 4 ans. Donc, on partait aussi avec cette forme de confiance que qu'on pouvait continuer à vendre des produits, des services à distance. Et du coup, avant de partir, alors vous avez dépensé les billets d'avion et est-ce que vous aviez engagé d'autres frais ou finalement vous êtes parti sur un voyage vraiment à l'improviste? Ah oui, c'était ça la question. Merci. Il y avait les deux. Il y avait les deux. Donc, pour cette partie-là de la question, donc effectivement, on a acheté des billets d'avion assez longtemps à l'avance et je suis devenu assez expert dans les sites web qui permettent vraiment de trouver le meilleur plan de vol le moins cher. Il y a des outils vraiment géniaux qui existent là-dessus. Donc, ça nous a permis d'avoir des billets quand même assez bon marché pour partir à Bali. Tu peux partager tes tuyaux Ouais, bien sûr. Il y a un truc qui s'appelle Skyscanner. Donc, voilà, Ok. ça, c'est une application iPhone, iPad, machin. C'est assez génial parce que ça trouve les meilleurs plans de vol. Et je pense qu'on avait des billets autour de 520 € par personne. Évidemment, un aller simple, hein, on n'avait pas de retour. Et donc, c'est plus ou moins 2 500 € qu'on a engagé sur les billets d'avion. Ensuite, j'ai juste réservé un seul Airbnb pour 3 nuits à destination. Le reste, on s'est dit qu'on allait voir sur place, en fait. C'était pas possible Ok. pour nous de planifier tout le trajet, ni d'un point de vue destination,
parce qu'on savait pas combien de temps on allait rester à Bali, ni à quel endroit on aurait envie de se poser. Et on savait pas quelles seraient les destinations après. Donc on s'est dit on va y aller. Et puis les gens et nos rencontres vont peu à peu nous faire avancer sur notre chemin. Donc on a décidé de faire confiance à ça, ce qui a contribué aussi au stress énorme que j'ai vécu sur place, hein. Donc tu vois, je suis pas en train de te raconter le truc tout rose du mec hyper confiant. Mmh. J'avais cette Ouais, confiance-là, mais ça, il y a eu le revers de la médaille, quoi. je vois bien qu'on est dans l'hyper-planification. Je vois bien que vous aviez toutes vos dates, tous vos billets d'avion prévus, tout était complètement calé à l'avance. Voilà, hyper-planification chez les Devic. Voilà. Ben, tu sais, moi, en tant que bon ingénieur, j'ai planifié pendant des années, j'ai fait des gestions de projets, j'ai fait des budgets pour des grosses boîtes. Ici, j'avais besoin de liberté et je pense que ça fait partie de cette démarche-là de lâcher prise. Et je pense sincèrement, peut-être qu'on en reparlera par la suite, pour moi, ce voyage, a été un chemin de guérison aussi, c'était un chemin de connaissance de moi. Et ce que j'avais à travailler, c'était la peur du manque, certainement, mais aussi le besoin de lâcher prise, quoi, le besoin de lâcher le contrôle et de faire confiance à ce qui se passe. Et ça a été mon chemin à moi, mais chacun doit faire le sien. Donc au final, est-ce que je suis à peu près correcte quand je dis que une fois les billets d'avion payés, vous avez à peu près un capital d'une dizaine, à peu près 10 000 € entre les dons de vos parents respectifs et la voiture. Vous avez à peu près 10 000 € en poche, plus évidemment les frais de logement qui sont finalement compensés par l'allocation que vous faites de l'allocation que vous faites de votre logement, et puis ces revenus que vous allez générer. Vous savez pas encore combien, puis ça fluctue toujours quand on est indépendant. Mais en gros, c'est ça votre situation au moment où vous partez. Oui, il y a juste que le loyer perçu payait l'emprunt, quoi. Donc, on n'avait pas vraiment de cash flow Ouais. significatif à ce niveau-là. Donc, à cette différence près, effectivement, on avait plus ou moins 10 000 € en poche pour partir, ouais. Est-ce que tu nous as parlé d'angoisse que tu avais eue au moment où tu arrives dans les premiers temps à Bali. Est-ce que ces angoisses-là, tu les as aussi avant de partir vis-à-vis de l'argent ou il y a vraiment un truc qui se passe au moment où tu es dans l'avion et ensuite après quand tu arrives à Bali? Je pense que c'était latent, mais j'étais en mode guerrier, en fait. Je Hmm. suppose que les auditeurs qui nous écoutent, et toi aussi Delphine, tu peux imaginer une situation de ta vie où tu sens qu'il n'y a plus moyen de revenir en arrière et tu dis, OK, Hmm. maintenant, voilà, j'ai préparé le terrain, j'en ai parlé à tout le monde, je me suis convaincu moi-même. Maintenant, je me tais, j'y vais, quoi. Je fais ce qu'il y a à faire. Et je pense que j'étais pas dans le déni. J'étais effectivement déjà stressé, angoissé avec l'argent avant de partir, mais je me disais, maintenant, tu n'as plus le choix. Donc, tu montes dans cet avion et tu verras bien. Donc, oui, c'était là avant, mais sous une autre forme. C'est vraiment au moment de partir que j'ai décompensé d'une certaine manière. Et justement, ce stress, est-ce que tu es familier de ce stress? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis d'habitude, le stress vis-à-vis de l'argent? Et puis, j'ai envie de te poser aussi la question pour Sandrine, en fait. Est-ce que vous avez la même, si tu veux, relation ou perception de l'argent? Est-ce que ce stress, c'était quelque chose que tu connaissais déjà? Alors, aujourd'hui, au moment où on se parle, j'ai envie de te dire que j'ai vraiment travaillé ça et que je suis beaucoup moins stressé par Mmh. rapport à l'argent. Et d'ailleurs, l'abondance vient beaucoup plus facilement à nous aujourd'hui qu'il y a quelques années. Par contre, c'est sûr que moi, j'ai toujours été hyper stressé avec ça. Je me rappelle même quand j'étais employé et que j'avais ma fiche de paye tous les mois, j'arrivais quand même à me stresser avec les tableaux en me disant comment est-ce qu'on va payer ça, est-ce qu'on peut partir en vacances, on devrait mettre de côté, et s'il nous arrive un pépin, etc. Donc j'étais stressé. Et Sandrine, et je pense que dans ma famille, il y a vraiment cette dimension du attention, ne pas gaspiller, faire attention à ses sous, euh, d'avoir un bon travail, un bon salaire, sécurisé, quoi. Et du côté de Sandrine, c'est assez différent. Elle s'en fout complètement, en fait. Elle a vraiment elle a vraiment confiance dans le fait que ça va bien se passer, que si on a besoin d'argent, on en trouve, que c'est une énergie, que ça circule, que ça va, ça vient. Elle a jamais été très stressée avec l'argent. Maintenant qu'on a pas mal balayé le avant de départ, j'ai envie qu'on plonge à Bali. On va se retrouver tout d'un coup à Bali. Alors, tu nous as décrit cette crise d'angoisse que tu as eue vis-à-vis de l'argent en arrivant. Il y a un déclencheur de ça et comment ça s'est résolu au final, si ça s'est résolu? Un des déclencheurs, en fait, c'était, alors c'est assez subtil. C'est simplement que j'étais dans un niveau d'énergie vraiment de merde, avec un mindset de merde.
et une attitude de merde. J'étais vraiment prisonnier de mes peurs à ce moment-là. Et du coup, comme moi, mon métier, c'est de faire des vidéos inspirantes sur Internet, ben, j'étais vraiment en train de péricliter à ce niveau-là. Donc, Mhm. plus moyen de faire une vidéo correcte. Je prenais vraiment pas soin de nos clients comme j'aimerais le faire, hein, comme je le fais d'habitude quand je suis dans une bonne vibe. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté juste avant qu'on parte nos programmes d'accompagnement et qui ont demandé à être Mhm. remboursés. En général, on offre des gains. Alors là, je suis vraiment hyper authentique avec toi et je veux simplement que les gens comprennent il y a le rêve et puis il y a le revers et de pouvoir être complet par rapport à ça. Donc, il y a des gens qui ont demandé à le remboursement. C'était pas énorme, mais quand même plusieurs personnes. Et du coup, ça me mettait encore plus en stress en disant, OK, on a un peu de sous de côté dans notre boîte, hein, parce qu'il y a le budget perso et puis il y a le budget pro. Et dans notre boîte, on avait un peu de cash, mais les gens commençaient à demander leur remboursement. Éventuellement, on arrivait à un seuil où on pouvait plus bien rembourser les gens, quoi. Du coup, ça a créé énormément de stress, énormément d'angoisse. Et pendant 2 semaines, j'ai tout coupé. J'ai arrêté de vouloir faire des vidéos. J'ai arrêté d'envoyer des emails. Peut-être même plusieurs, 3, 4 semaines, c'est bien possible. Et là, je me suis mis en mode, comment on pourrait dire ça? En mode yin, en fait. Tu vois, donc le yang, c'est l'énergie masculine de l'action, de l'énergie du chasseur, du guerrier. Le yin, c'est plutôt bah, l'énergie féminine d'attendre, de se poser, de respirer, d'accueillir ce qui est. Et il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui m'ont conseillé de faire un break, de respirer. Et alors, il faut savoir que Bali, c'est un peu la capitale mondiale du bien-être, hein. Donc, tout ce qui touche au Mhm. yoga, à la méditation, le chamanisme, il y a vraiment tout ce qu'il faut là-bas. On était à Ubud, qui est au centre de l'île et qui est un peu le centre mondial du yoga. Et donc, j'ai fait beaucoup de yoga. J'ai participé à des cérémonies chamaniques sous la pleine lune. On a fait plein de trucs comme ça. Et au début, j'y allais un peu en mode, ouais, enfin bon, ça marche pas trop sur moi, je connais déjà tout ça, j'ai déjà lu là-dessus, blablabla. Bla, 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 bla. Donc je me suis un peu auto-saboté là-dedans pendant plusieurs semaines. Et puis à un moment, j'ai fait une cérémonie où je pensais que ça allait pas donner grand-chose. C'était un truc de respiration où il fallait faire une sorte d'hyperventilation et puis avec les chants chamaniques, etc., se laisser porter. Et puis là, il y a un truc qui a vraiment craqué. J'ai senti un premier sanglot arriver pendant la méditation. Et puis j'ai pleuré pendant 4 heures, je crois. J'ai crié, j'ai pleuré, je me suis roulé par terre comme un gamin. J'ai vraiment lâché ce truc-là. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé à ce moment-là, mais en tout cas, quand je suis sorti de cette expérience, je me sentais guéri d'un truc et j'ai pu peu à peu retourner vers notre communauté, vers notre audience, lancer des nouvelles offres et puis l'argent est revenu et je me suis détendu. Donc c'est intéressant ce que tu dis. À plusieurs moments de ta vie, en fait, tu as constaté que il y avait un vrai lien entre le lâcher prise sous plein de formes et comme tu le dis, l'abondance, donc le fait que l'argent vienne à toi, quoi. Et donc plus t'es tendu, crispé et stressé sur ce sujet-là, et finalement moins ça arrive, et plus t'es détendu et plus ça arrive. Ouais, C'est ce que tu me décris, quoi. exactement. Et ce qui me vient quand tu parles de ça, tu sais, c'est l'image de la corde de guitare. Si elle est trop tendue, elle casse, et si elle est trop molle, elle fait pas de musique. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies qui doivent trouver cette voie du milieu, hein, comme on dit dans le bouddhisme. Donc c'est vraiment l'endroit où ça vibre. C'est l'endroit où on peut attirer à soi, où ça chante, où l'abondance peut arriver, mais ça demande de la maîtrise. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu fais dans ton podcast aussi avec Budget Chéri, c'est qu'on parle quand même de stratégie, d'organisation, de planification financière. Et c'est important de maîtriser ces aspects-là. Mais je pense qu'il faut aussi y amener le côté lâcher prise, détente et savoir qu'on ne peut pas tout contrôler, que parfois il y a des tuiles qui nous arrivent, parfois les choses ne se passent pas comme on imagine. Et c'est à cet endroit-là où ça devient intéressant. En plus, je trouve que, alors moi je vais reprendre ta métaphore de la corde de guitare, mais j'ai l'impression que souvent avec l'argent, on s'imagine que donc quand la corde elle est tendue, on est en restriction, on est en privation, et que quand on lâche, on est en, bah c'est YOLO quoi, c'est craquage. Alors que c'est pas du tout ça. On n'est pas en train de dire que quand c'est tendu, c'est que je garde tout mon argent, je suis stressée, j'ai peur, je suis dans l'insécurité. Et t'es pas en train de me dire non plus que le jour où t'as lâché, tu t'es mis à claquer de la thune à tout va. C'est pas ça qu'on est en train de décrire. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais c'est lâcher l'empreinte et l'attache qu'on a avec son stress, avec son angoisse, mais tu t'es pas mis à claquer l'argent du jour au lendemain parce que tu as relâché la pression, quoi. Exactement, exactement. Et en plus, tu sais,
Le voyage a de ça d'intéressant que ça bouscule complètement les référentiels. Juste pour compléter ce que tu dis, hein, je vais préciser ma pensée, mais on était à Bali. On avait une villa avec piscine, avec des cocotiers. C'était un jardin magnifique. On se serait cru au paradis. Et j'étais là, les pieds dans l'eau, dans une piscine privée, en me disant, mais je suis complètement fou. On n'a pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je fais là, etc. Et juste en mettant les choses en perspective, se dire, je suis à Bali dans une villa de luxe avec piscine pour 500 euros par mois, alors qu'à Bruxelles, j'étais enfermé entre quatre murs sous la pluie pour 1200 euros par mois. Donc, remettre les choses en perspective aussi par rapport à qu'est-ce qu'on s'autorise comme qualité de vie, qu'est-ce qu'on peut prendre comme décision indépendamment de nos représentations, de nos croyances liées à l'argent, sans se culpabiliser de ce qui est censé être bon ou pas bon. Donc effectivement, ce n'est pas juste se mettre à claquer tout et n'importe quoi et se mettre en danger. C'est simplement se dire, OK, dans l'enveloppe budgétaire que j'ai à disposition, est-ce que je peux vivre une vie qui me fait du bien? Est-ce que je peux profiter avec ma femme et mes enfants? Est-ce que je peux profiter des belles choses qui m'entourent et juste kiffer, quoi. Kiffer sans tout cramer. Et c'est probablement là que les choses sont intéressantes quand on parle d'argent. C'est de pouvoir en profiter et avoir le temps d'en profiter sans se mettre en danger. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais évidemment, le choix des destinations a une importance capitale quand on part faire un tour du monde. Parce que, évidemment, si on part voyager en Europe, ou en Amérique du Nord, ou même dans certains pays d'Asie, je pense au Japon notamment, ça n'a rien à voir avec l'Asie du Sud-Est. On vit pas sur les mêmes niveaux de vie, donc de fait, on peut s'autoriser plus de choses et vivre des expériences, comme tu dis, qui s'apparentent à du luxe, alors qu'en fait, elles nous coûtent moins cher que notre train de vie habituel chez nous. Ouais, exactement, exactement. Et en même temps, à un moment, on était stressé d'aller vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, parce qu'on s'est dit, voilà, c'est parmi les pays les plus chers au monde. On ferait peut-être mieux de rester à Bali. Au début, on voulait rester plus ou moins un mois à Bali et on est resté 3 mois. Finalement, on a prolongé notre séjour là parce qu'on était vraiment bien et j'avais besoin de prendre soin de moi et de mon énergie. Et puis, quand on est parti en Australie, finalement, tu sais, on a loué un camping-car pendant un mois avec les enfants. C'était un des meilleurs moments de notre vie et finalement, ça nous a pas coûté tellement cher d'aller en Australie non plus. Donc, tout dépend aussi de ce qu'on s'accorde comme style de vie, à quel endroit. Et si j'ai bien retenu un truc de tout ça, c'est que on peut hyper facilement s'adapter en fait. Moi, je suis pas un campeur de nature. J'ai toujours été dans des beaux endroits avec mes parents. Ils m'ont habitué un peu au confort et au luxe. J'ai eu cette chance-là. Mais du coup, j'avais aussi la croyance que pour être heureux, je devais être dans des hôtels grand luxe. Et au final, bon, on en parlera peut-être après, mais en Inde, on a logé dans un ashram pendant des semaines où on dormait sur des lits en métal. On se serait cru dans une prison avec des moustiques gros comme d'1 centimètre cube qui nous tournent autour avec 40 degrés. Ça nous a coûté 2 euros la nuit pendant des semaines, mais on n'a jamais été aussi heureux que là-bas, quoi. Donc voilà, c'est intéressant juste de remettre tout ça en perspective, de voir quel est le luxe dont on a vraiment besoin et à quel moment est-ce qu'on profite de la vie versus on se raconte qu'on profite de la vie. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que faire un tour du monde voyager sur une période longue n'a finalement rien à voir avec ce qu'on attend de vacances de 2 ou 3 semaines. Parce qu'il y a quand même cet impératif quand on a X semaines de congés payés dans l'année, il y a quand même cet impératif de se reposer, quoi. Parce que entre deux périodes de travail un peu intenses, on a envie de pouvoir profiter de ses vacances. Donc on y associe une certaine forme de confort qui n'est pas du tout à mettre au même niveau que quand on voyage sur une longue durée où on recherche pas la même chose, on recherche pas à être en vacances sur 10 mois ou 12 mois, on recherche à vivre des aventures, des expériences, à changer sa perspective sur son regard sur le monde. Et effectivement, se confronter à d'autres types de voyages permet à la fois de pouvoir voyager avec des budgets plus restreints, mais aussi de se mettre dans des situations, entre guillemets, d'inconfort pour vivre des expériences qu'on n'aurait pas nécessairement envisagé de vivre auparavant, quoi. Ouais, exactement. Et en plus, tu sais, c'est vraiment marrant de créer du contraste, hein. En Inde, après le passage dans le ashram qui était un peu trash quand même au niveau confort, ben, on s'est pris un hôtel 5 étoiles derrière pendant 6 nuits. On a vraiment kiffé. Donc, c'est chouette aussi de pouvoir mettre de la conscience sur qu'est-ce qui fait partie de nos habitudes, comment est-ce qu'on peut profiter du luxe et profiter de l'aventure et de l'inconfort. Finalement, le plaisir de la vie, il se trouve dans autre chose que la somme d'argent qu'on dépense pour la vivre. C'est vraiment la qualité de ce qu'on met comme présence dans l'instant, dans la signification qu'on y met, dans le sens et dans les moments de joie aussi qu'on peut partager
c'est un peu cucu ce que je dis, mais ce qu'on vivait vraiment de plus fort dans tout ce voyage, c'est des rencontres aussi. Des rencontres avec des locaux ou d'autres voyageurs qui ont des histoires de vie incroyables, avec qui on a passé des moments fous. Moi, j'ai fêté mon anniversaire. Mon fils est né le même jour que moi. Mon grand garçon Charles, il est né le 26 mars comme moi. Et on a fait notre anniversaire en Inde sur la plage avec des Indiens qui jouaient de la musique, avec des gens du ashram qui dansaient. On a fait un énorme feu sur la plage. C'était un des plus beaux moments de ma vie, mais ça m'a coûté 0 €. Donc voilà, c'était juste être avec des gens au bon endroit, quoi. Alors tout à l'heure, tu m'as dit que finalement, vous aviez été amené à quand même avoir une forme de planification, une sorte de budget pendant le voyage. Alors si on repart vous avez vos 10 000 € en poche, les revenus qui arrivent de votre activité, comment est-ce que vous organisez ou vous planifiez au fur et à mesure? Est-ce que vous vous dites, bon, alors j'ai 10 000 €, c'est censé durer 10 mois, donc ça fait 1 000 € par mois, 1 000 € par mois, ça fait X euros par jour, et est-ce que vous êtes dans ce type de gestion ou autre, et qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors en fait, ce qui est vraiment important à préciser ici, c'est qu'il y avait 2 budgets pour nous. En fait, on n'en avait pas. Au départ, on n'avait pas de budget, donc ça, tu l'as compris. On est parti, comme tu disais, la fleur au fusil. Après ça, je me fais coacher tout le temps. J'ai toujours un coach. Je trouve ça très pratique. Je coach les gens, mais c'est important de se faire coacher. Et là, j'étais en mode panique à bord. Donc, j'ai réécrit à mon coach du moment en disant, j'ai besoin d'aide, je suis en train de péter un câble. Et la première chose qu'il m'a dite, c'est de revenir dans l'instant présent. Ça, je ne vais pas trop développer maintenant, mais l'idée, elle est quand même assez fondamentale. C'est de ne pas trop s'angoisser avec le futur et de ne pas trop regretter le passé. Et à ce moment-là, ça faisait sens pour moi d'arrêter de ruminer l'histoire de la bagnole, en gros, qui appartenait au passé, et de ne pas flipper sur le futur, vu que pour l'instant, dans l'instant, il n'y a pas de problème. J'avais 10 000 € sur un compte, on était à Bali, je veux dire, dans l'instant, tout va bien, en fait. Donc ça, c'était un premier élément fondamental. Et le deuxième truc qu'il m'a dit, c'est faire un budget. Donc, il m'a donné cet exercice de me dire, tu fais un budget professionnel. Tu dire combien est-ce que tu as de cash dans la boîte, quelles sont les ventes en prévision, quelles sont les campagnes que tu peux imaginer, et dans le pire des cas, combien de temps vous tenez en vous payant votre salaire. Parce qu'on se paye une petite rémunération, Sandrine et moi, dans la boîte à ce moment-là. Et là, j'ai fait ce tableau-là, que j'avais déjà fait des années plus tard, mais que je ne suivais pas de près. Et en fait, j'ai eu une grande révélation toute bête, qu'on a tous déjà connue au moment où on fait un budget, c'est de se dire, en fait, ça tient la route. Ou alors, on se dit, ça ne va pas. Mais là, en l'occurrence, je me suis dit, bon, voilà, en fait, la boîte, elle peut vivre 1 an comme ça, tout en payant nos rémunérations. Ça marche, quoi. C'est pas énorme ce qu'on gagne, mais ça fait le taf. Du coup, avec ces rémunérations-là, ça correspondait plus ou moins à 1 000 € chacun, en net. Donc, avec ces 2 000 € par mois là-bas et les 10 000 € de côté pour payer les billets d'avion, etc., ou les frais un peu surprise, eh bien, on pouvait vivre très, très facilement, en fait. À Bali, avec 2 000 € par mois, on est les rois du monde, quoi. Faut compter 500 € pour se loger. Il faut compter environ 3-4 € par personne par repas quand on mange au resto midi-soir. Donc, 12-15 €, donc disons 30 € par jour de budget bouffe. Et avec ça, on est les rois du monde, quoi. Les excursions ne coûtent pas grand-chose, les taxis coûtent rien, machin, Airbnb, ça coûte rien. Donc finalement, avec 2 000 € par mois, on était tranquille, quoi. Et puis après, pour être complet sur la réponse, l'autre budget, c'était vraiment cette partie budget perso, en fait, et de se dire effectivement, un calcul simple, combien est-ce qu'on met de budget journalier pour pouvoir profiter de ce voyage à fond. Et là, je me suis dit, en fait, voilà, avec ce qu'on gagne, on peut vivre très confortablement. Et j'ai arrêté de me prendre la tête. Je me suis dit, en fait, Sandrine a raison, tout va bien. J'étais en train de me monter un scénario catastrophe tout seul dans ma tête comme un grand, alors que fondamentalement, ça tenait la route, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dû faire des choix budgétaires? Alors, je parle notamment sur où est-ce que vous allez aller, vos destinations, et puis éventuellement, est-ce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas autorisé de faire, de vivre, ou des endroits où vous n'êtes pas allé pour des questions de budget? Alors, il y a 2 exemples très concrets que je vais citer pour répondre à cette question. La première, c'est de manière chronologique, on voulait aller en Nouvelle-Zélande après Bali. C'est un endroit qui nous faisait rêver et qui coûte vraiment cher au niveau des vols, mais aussi sur place, même en camping-car, même en faisant gaffe, c'est une destination qui coûte assez cher. Et clairement, on aurait pu se le permettre parce qu'on avait ça nous aurait fait dépenser en fait tout ce qu'on avait comme cash en réserve.
Et à ce moment-là, ça nous est paru comme risqué ou inapproprié parce que j'étais encore trop en stress par rapport à l'argent et par rapport à la suite du voyage et à ma capacité à vendre et à continuer à faire tourner le business. Du coup, on a décidé de rester à Bali plutôt que d'aller en Nouvelle-Zélande. Et après coup, je suis pas sûr que c'était une bonne décision en fait. Peut-être même très probablement, on s'en serait très bien sorti en allant en Nouvelle-Zélande et qu'on aurait fait notre voyage et que ça aurait pas été un problème au niveau de l'argent. Mais dans l'instant, vraiment, on s'est dit là, pour une question de budget, on n'y va pas. Donc, on est resté plus longtemps à Bali et puis on a été directement vers l'Australie où les parents de Sandrine nous rejoignaient. Et puis voilà, finalement, on a vu l'Australie, on en a bien profité et on ira en Nouvelle-Zélande une prochaine fois. Et puis le deuxième exemple, c'est l'exemple contraire, c'est par rapport au Bhoutan. Donc le Bhoutan, c'est un petit pays dans l'Himalaya, entre l'Inde et la Chine. On l'appelle le pays du bonheur. Ils mesurent le bonheur national brut plutôt que le produit intérieur brut. Enfin, ils sont à fond sur le bonheur, la spiritualité. Et c'est un pays assez VIP, dans le sens que ils sont assez pauvres, mais pour y aller, il faut payer la blinde. En fait, c'est $100 par jour par personne de visa. Ah, donc on était 10 jours à 4. Ouh. Voilà. Ah ok, d'accord. Donc ça, c'est une petite semaine qui nous a coûté 7000 balles, mais ça valait vraiment le coup et on est très très heureux d'avoir investi cet argent et d'avoir une expérience vraiment très authentique dans un pays où il y a très peu de touristes, où on était avec les moines bouddhistes dans des temples qui ont plusieurs milliers d'années. Ah, c'était une expérience vraiment magique et on est très heureux d'avoir mis le prix, mais ça, c'était plus loin dans le voyage. Donc entre-temps, j'avais eu le temps de gagner de l'argent et de me rassurer par rapport à tout ça. Qui gère l'argent dans le couple? C'est moi. Et c'est toi d'ordinaire aussi? Ouais, c'est moi qui fais ça. Sandrine, elle manque parfois de mon point de vue, hein. Elle manque un peu de rigueur par rapport à ça. Donc, elle n'a pas l'esprit des chiffres. Et moi, bon, après, on est ensemble depuis qu'on a 14 ans, donc on a construit un peu notre personnalité aussi à nous deux, hein. Donc, euh, voilà, au fil des ans, disons que moi, en tant que bon ingénieur, je me suis dit que j'allais tenir les tableaux, faire les virements, tenir les comptes. Et puis, j'ai un attrait pour la logique de l'argent, pour les investissements, pour les crypto-monnaies, pour les actions, pour plein de trucs. Ce sont des domaines qui m'intéressent. Je ne suis pas du tout expert là-dedans. Alors Sandrine, elle s'en fout, mais complètement. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est avoir une carte de banque qui fonctionne quand elle va acheter des trucs. Point. D'ailleurs, donc tu t'as dit que tu avais fait un budget sur l'aspect pro et aussi une sorte de projection ou de simulation de vos dépenses sur la partie perso. Tu as utilisé quoi? Un Excel basique pour faire ça? Ouais, un Google Sheet. Ok. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu l'impression de te priver? Est-ce que justement, tu as réussi à lâcher prise au point que tu t'es dit, bah, en fait, je suis très content de ce que je vis? Ou à un moment donné, tu t'es dit, bah, bon, ce budget, il va nous permettre de faire tout le voyage, mais bon, quand même, on n'est pas, voilà, on n'en profite pas autant qu'on pourrait en profiter. Mais en fait, oui, au début, j'avais l'impression qu'on allait devoir se priver. Maintenant, il faut imaginer ce que ça fait quand on va au restaurant, qu'on mange à 4 et puis qu'on reçoit l'addition et que ça coûte 10 euros. Je veux dire, dans la logique européenne, c'est quand même un truc de fou. Donc, assez rapidement, je me suis détendu en me disant, mais ça coûte vraiment que dalle ici. Donc, ça a vraiment aidé. Encore plus en Inde aussi. Tu sais, même acheter un vêtement, tu payes ta chemise à 1,50 €. On avait besoin de rien, quoi. On n'avait plus besoin de rien. On était juste bien ensemble. On allait à la plage. On était chez nous, au bord de la piscine. On pouvait lire, faire l'école avec les enfants, aller manger un truc tout simple. Donc au final, on s'est vraiment pas privé parce que dès qu'on voulait faire une excursion un peu plus chère, on a fait du rafting avec les enfants, on a fait du cheval, on a fait de l'escalade. En fait, chaque fois, on regardait un peu le budget en disant, OK, voilà, ça va coûter 400-500 balles. On les a, donc pas de problème, quoi. Vu que le reste de la vie était si peu cher et qu'on n'avait plus besoin de rien, pas de cinéma, pas de restaurant cher, pas de... Donc voilà, c'était assez génial en fait, juste pour remettre en perspective et se dire on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux en fait. Et du coup, quand on a envie de se payer un truc qui est cher, on peut se le permettre. Alors, c'est 10 000 euros. J'y tiens, je reviens tout systématiquement là-dessus. Tu veux savoir si je les ai encore, c'est ça? Exactement, comment t'as deviné? Non, mais la question, c'est, au final, dans la mesure où votre logement était couvert par le fait que vous l'aviez loué et que vous gagnez de l'argent en même temps que vous voyagez, j'imagine que dans l'idéal,
ce que vous vous êtes dit, et tu me dis si c'est vrai, ce que vous vous êtes dit, c'est on va vivre sur ce qu'on gagne. Et puis, ces 10 000 euros, c'est vraiment de l'épargne de secours, l'épargne de précaution, comme on fait dans la vraie vie où on a de l'épargne de précaution. Est-ce que c'est comme ça que vous avez vu les choses? Et du coup, est-ce que vous avez grignoté ces 10 000 euros? C'est une bonne question. En fait, effectivement, on n'y a quasi pas touché. Juste que moi, je me rappelle à Bangkok, j'étais en train de suivre une formation sur les crypto-monnaies à distance sur Internet. Et puis, je me suis dit, en fait, c'est le bon moment pour acheter du Bitcoin. Et donc, j'ai investi une partie de ces 10 000 euros. J'ai acheté un Bitcoin à 5 000 euros. Donc, à ce moment-là, j'ai pris la moitié de notre épargne. Et puis, on est revenu, en fait, avec encore ces 5 000 euros en banque. Et puis voilà, l'histoire par la suite, c'est qu'on a revendu notre appart, etc. Donc l'abondance est revenue assez rapidement. Mais pour répondre à la question, je pense pas qu'on ait touché à ces 10 000 euros finalement. C'était plus une épargne secours et comme une précaution, quelque chose qui restait là et qui permettait d'être assuré. Alors, j'ai aussi fait un tour du monde il y a longtemps, en 2009, qui a duré moins longtemps que le vôtre. Et je me rappelle que parmi tous les gens, parce qu'on croise énormément de gens quand on voyage, et beaucoup de Français notamment, je me rappelle avoir rencontré des gens qui avaient fait des choix de vie atypiques pour pouvoir inclure le voyage dans leur cadre de vie, notamment des gens qui faisaient 6 mois en France et 6 mois de l'année à l'étranger. Et ils profitaient de leur voyage pour ramener des objets qu'on ne trouvait pas en France et les vendre les 6 autres mois de l'année en France. Donc ça, c'était un petit peu atypique. Ouais. Et puis aussi, j'avais rencontré plusieurs jeunes qui avaient des diplômes d'hôtellerie, notamment de cuisinier en France. Et quand on a un diplôme de pâtisserie ou de cuisine en français, on est les rois du pétrole à l'étranger. On peut se faire embaucher quasiment dans n'importe quel hôtel ou n'importe quel restaurant à l'autre bout du monde avec des conditions très avantageuses. Et ça m'avait en fait frappé de voir tous ces gens qui avaient fait finalement du voyage un mode de vie. Donc tout à l'heure, tu parlais des digital nomades. Finalement, ce sont des modes de vie dont on parle depuis quelques années seulement, mais ça existe depuis très longtemps. Tu vois, je te parle de 2009 et je me demandais si toi aussi, vous aviez croisé des gens qui avaient des trajectoires de vie originales et qui avaient réussi justement à concrétiser ces projets-là d'une façon peut-être un petit peu différente et originale. Ah ouais, plein. J'ai rencontré un gars vraiment incroyable. C'est un couple, mais j'ai beaucoup parlé avec le gars. Un cuisinier, justement, qui a revendu son affaire à Paris. Je pense que ça devait dater plus ou moins de 4-5 ans, son histoire. Il était parti s'installer au Vietnam. Il avait racheté un vieux resto. Il en a fait un truc en bord de plage extraordinaire avec des plats portugais. Enfin, c'était franco-portugais comme cuisine. Et c'est devenu vraiment une référence quasi internationale. Il était référencé dans tous les meilleurs guides sur le Vietnam, etc. Et il a vraiment cartonné là-bas. Bon, malheureusement pour lui, je pense qu'il a eu des soucis au niveau législation locale parce qu'on l'a laissé monter son business et puis après on lui a dit en fait tu peux pas ou bien tu dois payer une somme astronomique pour rester. Donc là, il venait de revendre ça à un Vietnamien. Et il était à Bali en mode, nouvelle vie, mais il s'était empoché quelques centaines de milliers d'euros, voire millions au passage. Donc voilà, un trajet de vie incroyable d'un gars qui était prisonnier à Paris dans un job qui était vraiment un enfer, et puis qui, à distance, a vendu ses compétences de français, effectivement. J'ai envie qu'on change un petit peu de sujet, qu'on oublie un petit peu l'argent, parce que je trouve qu'il y a un autre sujet qui est intéressant quand on part faire un tour du monde en famille, évidemment, c'est les enfants. Vous êtes partis sur une année scolaire, donc tu as des enfants qui sont en primaire, qui sont pas encore au collège. Alors, je suis pas du tout familière du système scolaire belge, mais on va dire sur l'école élémentaire. Donc, tes enfants devaient être à peu près dans ces âges-là. Ouais. Comment ça se passe? Pourquoi j'ai envie d'en parler? Parce qu'évidemment, c'est une crainte, je pense, de beaucoup de gens. Et comment vous avez organisé ça? Comment vous avez prévu ça? Tu parlais tout à l'heure d'école, donc vous faisiez l'école à vos enfants. J'ai envie que tu nous en parles un petit peu, et notamment des craintes que vous aviez pu avoir avant de partir et de comment ça s'est concrètement passé sur place. Ouais. D'ailleurs, au moment où tu poses la question, je pense que c'est un des trucs qui m'a vraiment fait flipper au tout début à Bali. C'est quand on devait commencer à faire l'école sous les palmiers, au bord de la piscine, et je me suis dit vraiment, mais c'est n'importe quoi. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ça va être impossible à gérer ce truc-là. Et donc ça m'a encore plus fait flipper. Mais après, on s'est habitué. Sandrine, elle gérait assez bien ça, je dois dire.
En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a acheté un iPad à tous les deux avec un stylet. Et Mhm. on a Dépenses supplémentaires à prévoir dans le budget. exact. Donc, les iPads, importants pour les enfants en voyage, tant dans l'avion que pour l'école. Pourquoi c'est génial un iPad comme ça? C'est qu'on peut télécharger des fichiers PDF et ils peuvent écrire directement dessus et les sauver dans, je sais pas moi, dans une Dropbox. Je crois que c'est comme ça qu'on faisait. Et ça Mhm. permet vraiment de stocker à un seul endroit et dans le cloud en plus, mais la preuve qu'ils suivent le programme. Et au niveau du contenu, ben, les professeurs des enfants nous avaient donné des trucs à scanner. Donc, on avait tout scanné avant de partir, des exercices, des lectures, des machins. On a tout mis dans leur Dropbox. Et il existe des plateformes en France et en Belgique d'enseignement à distance qui permettent quand Mhm. même d'avoir accès à des contenus de formation. Alors, c'est vraiment pas génial. Je trouve que l'enseignement pourrait vraiment travailler là-dessus et faire des trucs pour les enfants qui voyagent, peut-être avec des vidéos ou bien des rencontres avec des professeurs à distance. Bon, ça n'existe pas vraiment encore. En tout cas, on n'a pas trouvé. Du coup, on a fait nous-mêmes. Et puis, ce qui est important à prendre en compte, c'est que quand ils vont à l'école, les gamins, à mon avis, enfin, je suis pas dans leur classe, mais ils doivent vraiment travailler genre 1 heure et demie ou 2 heures par jour. Le reste du temps, ils attendent que les copains se taisent, les récréations, le sport, les petits jeux, les machins. En tout cas, en école primaire, ils travaillent pas tant que ça. Donc nous, on travaillait 3 jours par semaine, 2 heures par jour. Et avec ça, on a couvert plus de matière que les enfants qui sont restés à l'école à Bruxelles. Donc, au début, on était un peu stressé, mais quand on a vu qu'on allait plus vite que les autres enfants, on s'est dit, bon, on va pas trop se stresser avec ça. Ils apprennent bien. En plus, on est focalisé sur un enfant chacun. Donc, ça Mhm. permet quand même d'aller beaucoup plus vite que les profs qui doivent parler à 25, 30 élèves en même temps, quoi. Est-ce que dans les personnes cette fois-ci que vous avez déjà accompagnées vers leur projet de vie, vers leur reconversion à eux, est-ce que tu as accompagné des gens qui ont eu aussi ce projet de faire un tour du monde? Et ce qui m'intéresse, c'est alors là, je vais m'adresser aux coachs plus. Euh, Parmi les auditeurs, il y a probablement une majorité de gens qui ne sont pas freelance, qui ne sont pas indépendants, qui n'ont pas nécessairement la capacité aussi facilement de générer des revenus pendant leur voyage et qui surtout doivent se poser beaucoup de questions sur le fait de quitter leur emploi, soit de démissionner, soit de faire un congé sans solde. Mais je pense que c'est pas une démarche simple de quitter son job avec toutes les peurs que ça peut induire. Si je m'adresse au coach, qu'est-ce que toi, tu dirais à cette personne-là? Hmm. Ben, je pense que poursuivre ses rêves, ce n'est pas simple en soi. Je veux dire, c'est pas la norme. Et je dis pas ça pour faire le malin, quoi. Parce que je vous ai dit à quel point ça avait été aussi angoissant et douloureux à un certain moment pour moi. Donc, c'est pas simple de vivre ses rêves. Ça demande de prendre des décisions, ça demande de s'y tenir, de s'engager envers soi-même et de partir combattre ses démons, en fait. C'est comme tous les récits de voyage qu'on peut lire dans la mythologie où le gars part sur son navire, vivre sa vie, aller à la rencontre de son trésor intérieur. Finalement, parce que les voyages sont des métaphores, hein, et combattre ses démons en chemin pour revenir un jour chez lui, grandi de son expérience, ben, ça demande un peu de courage, ça demande d'être une forme de héros à soi. Alors on n'est pas obligé de crier sur tous les toits qu'on est un héros, c'est simplement sentir la transformation intérieure qui vient derrière ça. Alors pour être plus concret par rapport à ta question, et ça fait quand même du lien avec ce voyage du héros d'une certaine manière, ben, quitter son emploi pour vivre sa vie entrepreneuriale et faire un voyage ou écrire un livre ou quel que soit le projet finalement, ben, ça demande ce moment d'appel, se dire je suis appelé par autre chose, je sens que je suis plus à la bonne place au bon moment, j'ai besoin de bouger. Si on répond à cet appel-là, ben souvent ça vient avec une décision et un acte fort. Ça peut être une démission, ça peut être poser un congé sans solde, effectivement, ça peut être s'inscrire au chômage. Il y en a qui font ça aussi en se disant voilà, je m'arrange pour me faire virer, pour avoir une bulle d'oxygène. Donc il y a plein de stratégies possibles. Mais en tout cas, ça demande cet acte de courage, en tout cas de décision. Et puis de monter dans l'avion. Donc quel que soit le projet, c'est de le faire, d'y aller, et puis de se dire je verrai bien après comment ça se passe. Et puis d'ajuster en chemin, de ne pas se mettre la pression au départ en se disant il faut que le voyage ou que mon projet soit parfait dès le départ. Il vaut mieux qu'il existe et que je le suive plutôt que d'essayer de l'idéaliser, de le fantasmer et puis de jamais le réaliser finalement. Donc le conseil que je donnerais aux gens qui sont dans cette optique-là, c'est de se dire,
À quel point est-ce que je me sens appelé par autre chose? À quel point est-ce que je suis mal de rester dans une situation qui ne me convient plus? Et quelle est la dose de courage et d'énergie que je suis prêt à injecter pour aller à la poursuite de mes rêves? En même temps que je t'écoute, je réfléchis à ma propre situation et je me dis que moi, j'aurais été de celles qui planifient énormément. À l'époque, quand j'ai voyagé, je crois que j'ai pas énormément planifié. J'avais un budget, on s'y est tenu, voilà, à peu près, c'est moi qui gérais les comptes. Aujourd'hui, je ferais ça, j'aurais en fait la tentation de faire ça de manière beaucoup plus poussée, quasiment un peu militaire. Et en fait, enfin, ton récit me fait prendre conscience que c'est probablement pas la bonne, non plus la bonne approche, parce que finalement, à trop planifier, à trop vouloir se rassurer, se sécuriser, etc., on loupe l'essence même de ce que c'est que ce type de projet, ce type d'aventure qui est assez spécifique et qui est énormément dans le lâcher prise, comme certains projets de vie le sont, mais je trouve que celui-ci l'est particulièrement. Et finalement, ce que moi, au début, j'ai un peu qualifié d'inconscience, enfin, tu vois, le fait que tu partes la fleur au fusil, enfin, voilà, à t'écouter, je me rends compte qu'au final, c'est probablement important d'accepter de pas tout planifier, en fait. Ça fait vraiment partie de l'apprentissage de ce type d'expérience. Je pense que là, tu touches au cœur du message, vraiment, c'est de trouver cet équilibre entre ce sur quoi on a du contrôle et ce sur quoi il vaut mieux lâcher. On ne peut pas tout contrôler. Et c'est certain qu'on peut à un moment prendre un fichier Excel et poser des calculs, et c'est OK de le faire. Et ça, je pense que chacun met en place les stratégies dont il dispose en fonction de son savoir-faire, de son expérience, de ses croyances. Il va soit planifier, soit y aller freestyle. C'est OK. C'est comme, on parlait tout à l'heure de l'accord de guitare, ça peut aussi être le cas pour un guitariste qui est dans un orchestre. Il peut suivre la partition, il peut jouer son morceau, puis à un moment, il peut partir en solo et improviser. Et je pense que c'est là où le côté artistique de la vie et la beauté de ce qui nous arrive prend forme. C'est dans ces moments d'improvisation et ces moments de grâce, un petit peu, hein. Et je pense que si on peut planifier un projet de vie en se disant, voilà, je mets en place les actions, je planifie quand même des actions pour que ça se fasse. Dire, moi, j'ai quand même planifié tout un tas de trucs, hein. J'ai démissionné, j'ai Mm. créé une entreprise, j'ai engagé une assistante, j'ai créé des produits en ligne, j'ai mis des prix, j'ai fait des webinars. Tout ça, c'est de la planification stratégique. Et derrière, ce que moi, j'avais à travailler, c'était le lâcher prise. C'est-à-dire, je ne peux pas tout contrôler. Et le voyage, c'est l'occasion pour moi de vivre un truc qui n'est pas entièrement sous contrôle, où je ne sais pas qui je vais rencontrer en chemin, je ne sais pas ce que je vais découvrir, je ne sais pas où je vais dormir, je ne sais pas ce que je vais apprendre. Et ça apporte une magie à la vie qui est tellement bonne par rapport à ce qu'on a l'habitude de s'imposer comme rigueur et comme perfection, à vouloir tout contrôler. Moi, ça m'a ruiné, hein. Franchement, ça m'a cassé de vivre dans le surcontrôle et dans la maîtrise de vouloir atteindre l'excellence dans plein de trucs, à tout contrôler. Ça m'a foutu en burn-out, en fait. Donc voilà, le lâcher prise est probablement une voie à explorer pour ça, ouais. En tout cas, pour avoir vécu moi aussi un tour du monde il y a longtemps, certes, mais c'est vrai que c'est une expérience qui n'est pas anodine. Et puis maintenant, les voyages les voyages longs sont de plus en plus courants parce qu'on part étudier à l'étranger, parce que les opportunités d'expatriation sont aussi beaucoup plus courantes. Et je pense qu'il n'y a pas une personne qui a vécu longtemps ce genre de choses qui est revenue indemne, dans le sens qui est revenue la même, enfin qui n'est pas revenue transformée. Le plus souvent, alors c'est pas tellement intéressant de dire est-ce que c'était une transformation positive ou négative, c'était une transformation point, et toute transformation est bonne à prendre, c'est vraiment des apprentissages. Mais pour quelqu'un qui contrôle beaucoup tout ce qui est justement, enfin surtout ce qui est argent, je pense que j'aurais aussi beaucoup de difficultés, un peu comme toi, à vivre se lâcher prise sur un voyage. Et à l'inverse, peut-être qu'une personne voilà, qui a l'habitude au contraire de ne rien contrôler, pourrait aussi être déstabilisée par l'exigence que demande quand même ce type de voyage, si on veut qu'il se passe correctement et si on veut qu'il dure le plus longtemps possible. Ouais, exactement. Et j'aime ce que tu dis, tu vois, que peu importe si la transformation est positive ou négative, parce que finalement, on touche à un point essentiel de la vie et de l'existence. Alors, je ne veux pas partir en mode ultra philosophique, mais c'est quand même intéressant de... Un peu de philosophie, quand même. Développement personnel. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la transformation, c'est quoi? C'est
c'est revenir à qui on est, hein. Sans vouloir faire des grandes phrases bateau. Le voyage est une manière d'apprendre à se découvrir autrement et de manière ancestrale, hein. On dit connais-toi toi-même, c'est probablement ça le chemin de sagesse. Le voyage nous permet de découvrir d'autres facettes de notre personnalité et de déconstruire des modèles de vie qu'on s'est construits depuis tout petit en fait. On est dans des habitudes liées à un environnement, liées à des personnes qu'on côtoie, liées à des phrases qu'on entend, que ce soit dans notre travail, dans notre famille, etc. Le fait de partir, ça permet d'ouvrir le champ des possibles et de percevoir le monde avec d'autres facettes et d'apprendre à se découvrir. Et je pense que la transformation, qu'elle soit positive ou négative, en fin de compte, elle consiste à revenir plus conscient de qui on est, de ce qu'on veut, de ce qu'on aime, être plus dans la gratitude aussi de ce qu'on a dans son pays d'origine. Moi, je suis vraiment revenu en Belgique en me disant, au fond, ce pays est génial, quoi. Alors qu'avant, je le critiquais tout le temps en disant, il fait dégueulasse, les gens tirent la gueule, etc. Franchement, en revenant, je me suis dit, en fait, le climat, il est tempéré, alors que partout où on a été, on avait trop chaud, on devait vivre sous la climatisation. Ici, il fait bon. Les gens sont sympas, j'aime la cuisine belge et française, j'aime la musique, j'aime la langue. Donc ça m'a permis de me reconnecter à la gratitude de ce que j'avais déjà en fait et que je ne voyais plus. Il y a probablement beaucoup de gens qui nous écoutent et qui se disent le voyage c'est pas pour moi. Ce genre de truc c'est pas pour moi. Alors évidemment il y a ceux que ça tente pas du tout. Et évidemment on comprend. Enfin voilà, chacun a ses projets. Et puis il y a ceux que ça tente qui n'osent même pas imaginer que ça puisse être pour eux parce qu'ils sont dans l'autocensure. Pas forcément, principalement je pense financière, mais des fois pas que, il peut y avoir d'autres motivations. Mais qu'est-ce que tu dirais à des gens qui se disent c'est pas pour moi, il faut au moins 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, et moi jamais je pourrais mettre 20 000 euros de côté, jamais j'aurais 20 000 euros à mettre dans un projet de voyage. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? En fait, j'aurais envie de leur présenter Léo. Léo, c'est un gars que j'ai rencontré en Inde. Et le gars, il voyage partout dans le monde, mais vraiment avec pas un bal, quoi. Il prend des trains partout, il monte sur des bateaux, il a un sac à dos avec toutes ses affaires. C'est un mec brillant, c'est un mec intelligent. Il a son ordi parce qu'il est en lien sur Internet, il crée des trucs, etc. C'est un artiste. Et vraiment, en parlant avec lui, je me suis dit, mais tout le monde peut voyager. Tout le monde peut voyager. On n'a pas besoin de partir avec 10 000 euros de côté. On n'a pas besoin de prendre des avions transatlantiques ou qui traversent le monde entier. Il y a plein de moyens de voyager pour pas cher. Et si on a de l'argent, on peut encore plus en profiter. Mais je crois que le vrai blocage, il est intérieur. Et le voyage, on peut le percevoir soit comme un voyage physique, en se disant il faut que je prenne des moyens de transport et que je me déplace sur la planète. Mais on peut aussi franchement se dire que pour certains, c'est le moment de faire un voyage intérieur, juste de se libérer, de partir. Ça peut être quitter un job, ça peut être quitter un conjoint qui nous pourrit la vie, ça peut être quitter un lieu dans lequel on ne se sent pas bien, ça peut être déménager, peu importe. Un moment, c'est de se dire, est-ce que je suis emprisonné dans des choses qui ne me conviennent plus? Est-ce que j'accepte cette prison ou est-ce que je décide d'en sortir? Et le voyage, c'est une invitation à se libérer. C'est une invitation à vivre ses expériences, à vivre la vie à fond et à prendre en chemin, à être un aventurier de la vie. Et je pense que quand on est un aventurier de la vie, on découvre des choses auxquelles on n'aurait pas pensé avant, quoi. C'est là où c'est vraiment intéressant, le développement personnel et le développement spirituel et professionnel. C'est quand on découvre des choses qu'on n'aurait pas pu trouver juste avec sa tête. C'est parce que nos actions et nos mouvements apportent des réponses qu'on n'aurait pas pu trouver nous-mêmes. Et au final, si on revient sur des choses un peu terre à terre, alors toi, tu as vendu ta voiture. Je dirais que les familles qui partent peuvent aussi vendre leur voiture. Tu as organisé la location de ton appartement. Alors, il y a aussi des choses à imaginer, louer, échanger, revendre sa maison, ce sont des choses qui s'envisagent aussi. Et puis, tu disais que tu vivais avec quoi, 1 000 euros, 2 000 euros, et qu'on vivait bien dans certaines régions du monde avec cet argent. Alors, l'Asie a plein d'avantages, c'est qu'on y vit pour pas cher, et en plus, les billets d'avion sont relativement raisonnables. Donc, vous êtes parti à Bali, c'est pas le moins cher, mais un billet pour l'Inde ou un billet pour la Thaïlande, on peut trouver ça à moins de 500 euros aller-retour. Donc, aller simple, c'est un peu moins cher. Et donc, c'est vrai que des fois, on a des
des mythes et on se projette sur des montants qui sont pas forcément ceux qu'on imagine. Il y a plein de ressources en ligne, il y a plein de blogs qui expliquent comment on peut voyager pas cher et que ce n'est pas que faisable pour des étudiants fauchés, mais il y a aussi plein de choses qui sont faisables pour des familles, parce qu'il faut arriver quasiment à changer de prisme ou s'imaginer une vie qui coûte 10 fois moins cher, quoi. Ouais, exactement. Exactement. C'est pour ça que je dis, il y a tout un tas de croyances à déconstruire. Et même pour les gens, parce que j'en ai rencontré plein qui bossaient sur Internet, pas spécialement à vendre des produits ou avoir une grosse communauté, etc. Dire, il y a aussi, j'ai rencontré un gars qui était employé et qui avait pris un congé sans solde. Et il s'est inscrit sur des plateformes comme Fiverr ou je sais pas, il y a plusieurs sites comme ceux-là où en gros on peut s'inscrire comme freelance avec un spectre de compétences. Donc voilà, moi je crée des sites web où je fais de la comptabilité pour les indépendants ou je fais du dessin technique pour tel domaine, peu importe. Et on peut vendre ses prestations à distance en se créant aussi un job à temps partiel qu'on peut faire à distance quand ça nous botte. Et il y a de plus en plus de métiers qui vont dans ce sens-là. Moi, je suis en train de recruter pour l'instant quelqu'un dans notre équipe commerciale. Ben, le gars, il habite à Londres, il est tranquille, il gère ses horaires, il fait ce qu'il veut quand il veut, du moment qu'il prend des appels pour nous et que ça convertit. Eh ben, il est très content et il pourrait voyager partout dans le monde et continuer à faire ça avec nous. Donc, il faut vraiment mettre de nouvelles lunettes par rapport aux opportunités qu'offre le monde aujourd'hui. Bon, évidemment, là, tu le disais tout à l'heure, on sort du confinement. Donc, cette crise du coronavirus nous fait aussi goûter aux restrictions de voyage, etc. Mais ça n'empêche qu'on en revient à comment communiquer avec un maximum de gens via Internet et pouvoir se libérer, quoi. Se libérer d'un bureau qui ne nous convient plus ou d'un job qui nous pèse. Est-ce qu'à votre retour, vous avez eu des surprises, bonnes ou mauvaises, notamment financières? Ben, déjà, la mauvaise surprise, entre guillemets, c'est que la personne qui occupait notre appartement avait marqué son intérêt pour rester plus longtemps. Donc nous, on s'était dit, ah chouette, on va pas devoir retourner dans notre ancien appart et il reste en location, on va trouver autre chose. Donc on est resté chez mes parents pendant quelques semaines et la personne a décidé de rompre le bail. Enfin, en tout cas, il a terminé son bail d'1 an. Donc on s'est retrouvé avec cet appart à remettre en location et on a eu des difficultés à le relouer. Donc finalement, on s'est dit, bon, on va se remettre dedans et on hésitait à repartir en voyage ou pas, etc. Et donc finalement, on s'est retrouvé un peu dans notre ancienne vie, un peu malgré nous, et ça a duré quand même 2-3 mois. On s'est dit là, on va vraiment péter un câble si on reste ici. Donc on a décidé de vendre l'appart. Et de nouveau, là aussi, moi j'avais la croyance que ça se vendrait pas facilement, que ce serait pas au-dessus de tel prix, etc. Et on l'a vendu, je pense, 15% au-dessus du prix du marché en une seule journée. C'est parti tout de suite avec plein de visites. Et puis voilà, on a fait une belle plus-value sur l'appartement et aujourd'hui, on vit dans un bel endroit en bordure de forêt, dans la nature qui nous rappelle un peu notre voyage. On a mis des bouddhas dans le jardin et des bâtons d'encens, donc on s'y croirait. Si vous voulez, pour les auditeurs qui veulent vous suivre sur Instagram, vous mettez souvent des photos, des stories ou des petites vidéos. Justement, on y voit souvent le jardin et ces petits bouddhas. Donc j'invite tous ceux qui ont envie de vous suivre sur Instagram à le faire. C'est assez reposant. Ah, grand plaisir. Alors, on va arriver à une originalité. J'ai eu envie de te proposer de clôturer cet épisode en chanson. Donc, on va remettre un petit peu de contexte sur cette chanson. Alors, il se trouve que toi et moi, on est allés dans le même lieu en Inde, dans l'ashram d'Amma, qui est une gourou indienne. Pour ceux qui ne la connaissent pas et qui ont envie de chercher sur Internet, Amma, c'est cette gourou indienne qui fait des câlins. Qui fait des câlins partout dans le monde et elle a un bel ashram en Inde, donc où tu es allée, où je suis allée aussi. C'est cet endroit que tu décrivais effectivement où le confort est très 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 rudimentaire pour ne pas dire autre chose, mais où la quiétude est particulièrement et l'énergie sont particulièrement fortes. Et puis, je sais pas si c'est exactement à ce moment-là ou dans les semaines qui ont suivi, toi et ta petite famille, vous avez été inspirés par une chanson que tu as composée et que vous avez chantée tous les quatre, inspirée de votre passage chez Amma. Est-ce que tu peux peut-être compléter? Ah, mais je me rappelais plus que tu étais aussi allé chez Amma, c'est génial ça. C'est vrai que tu m'avais dit ça. C'est un endroit assez incroyable pour moi qui était assez bouleversant de voir autant de gens,
autour d'un gourou indien, d'une femme qui est hyper inspirante, qui est hyper ancrée, très très connectée. Faut rappeler que c'était pas trop ton truc avant de partir, hein, quand même. Hein. Non, c'est ça, voilà, c'est ça que j'allais dire. Moi, franchement, moi, ça me faisait peur, quoi, de voir tous ces gens, ces dévots ou ces gens de passage un peu tarés qui méditent ensemble. Mais je me suis laissé vraiment vraiment prendre au jeu. J'ai expérimenté, j'ai été écouter des chants, etc. Et puis il y a un mantra qui m'a énormément plu, qu'on retrouve dans plusieurs chansons, hein, qui est Loka Samasta Sukhino Bhavantu, qui veut dire puissent tous les êtres du monde vivre libres et heureux, en gros. Et ce mantra, on le récite dans des espèces de prières, hein, donc ce qui est pas trop mon trip à la base. Mais il y a quelque chose de très apaisant dans ce mantra, et je l'ai mis sur sur un air de guitare, en faisant chanter Sandrine et les enfants, en disant on va chanter Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Et à force de le jouer, un jour Sandrine m'a dit mais en fait ça pourrait être la base d'une chanson, parce que ça faisait au moins 2 ans que je lui parlais du projet d'écrire une chanson, de l'enregistrer en studio, etc. C'était un de mes rêves. Et elle m'a dit, ben voilà, là, t'as une chouette grille d'accords. Et en quelques heures, j'ai écrit la grille d'accords à la main, sur un petit bout de papier, alors que je suis pas compositeur à la base, mais ça m'est vraiment apparu comme une évidence. J'ai fredonné un refrain dans ma tête, je l'ai écrit, et puis on a écrit les paroles avec les enfants le soir, j'irais de 9h à minuit. En 3 heures, c'était plié, on avait le texte. On l'a mis dessus, on a enregistré, et aujourd'hui, voilà, on a enregistré ça en studio, on l'a chanté sur scène devant des centaines de personnes, tout le public chantait le mantra avec nous, j'en avais vraiment les larmes aux yeux, et c'est assez magique de pouvoir partager ce moment qui est connecté à notre voyage. C'est un peu comme si on avait un morceau de notre voyage avec nous tout le temps, quoi. J'avais vraiment envie que tu le chantes aux auditeurs, parce que tu l'as chanté à la conférence de Christian, et c'est vrai que toute l'assemblée a repris ce mantra. C'est un moment assez magique qui m'a beaucoup émue, donc voilà, j'avais envie de le partager avec les auditeurs. Donc on va terminer cet épisode sur cette chanson, mais évidemment avant, je voulais te remercier. Je voulais te remercier d'avoir partagé ton histoire avec beaucoup de sincérité et de transparence avec tous les auditeurs. Écoute, merci à toi, merci pour ton accueil, bravo pour tout ce que tu fais, c'est vraiment super inspirant, et puis vraiment merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast. Si ça peut vous inspirer à vivre votre voyage à vous, hein, que ce soit partir au bout du monde ou simplement bouger de là où vous devez bouger aujourd'hui, vous faire un pas vers la direction de vos rêves, ce sera gagné. Donc je vous encourage à y aller. Avant que je te laisse à la guitare, où est-ce que les auditeurs peuvent vous retrouver, Sandrine et toi ? Alors avec J'entreprends ma vie, on est un peu sur tout. Donc il y a le compte Instagram J'entreprends ma vie, la page Facebook, en fonction de où vous trouvez bien. Hein. Sur YouTube, on partage beaucoup de vidéos aussi sur J'entreprends ma vie. Et puis sur j'entreprendmavie.com, on a mis en place un atelier de coaching qui permet aux gens d'aider à se créer une vie libre et pleine de sens, et à faire leur propre aventure entrepreneuriale. Voilà, et écoute, merci Nicolas, et puis on va laisser place à la musique et aux auditeurs. Écoutez grand vos oreilles, et puis on se retrouve du coup après cette chanson et la semaine prochaine. Je vis de l'intérieur comme un vase sans ses fleurs. Je veux plus aller bosser, encore perdre ma journée. J'ai pas confiance en moi, j'arrive pas à faire un choix. Je suis tout le temps dans ma tête, et mon grand cœur s'embête. Mais y a les chèques repas, la bagnole et la pension. Mais putain, qu'est-ce qui m'a pris d'en avoir fait mon ambition? Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Ma vie n'a aucun sens, j'ai le cœur qui balance entre sécurité et ma liberté. Je vais tout envoyer chier, de la cave
au grenier. Mais je ne sais pas comment, ni par où commencer. Mais y a les chèques repas, la bagnole et la pension. Mais putain, qu'est-ce qui m'a pris d'en avoir fait mon ambition? J'ai trop les boules de tout plaquer. Quelque chose me dit que je vais me planter. Mais j'en peux plus, il faut que ça bouge. Je suis coincé au feu rouge. Si je me donnais la permission d'enfin prendre une décision, de libérer cette flamme qui brille, je veux entreprendre ma vie. J'ai bien une petite idée de ce que je pourrais lancer. Je vous parle de ce projet qui pourrait tout changer. Mais personne n'y croit. Ma femme, mes potes, mon chat, ils ont sûrement raison. C'est une idée à la con. Adieu les chèques repas, ma bagnole est une prison. Je vais virer mon patron pour enfin vivre la vie à fond. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère aussi que la chanson vous a plu comme elle me plaît énormément. Et comme beaucoup de mes invités, vous avez probablement remarqué que Nicolas parle d'argent, mais il parle aussi de plein d'autres considérations, notamment de développement personnel. C'est ce qui rend son récit aussi captivant. Plus je reçois des invités et plus j'apprends sur le sujet de l'argent et plus je découvre qu'il est impossible de parler argent sans parler de notre rapport à l'argent, de ce que moi j'appelle la psychologie financière. L'argent raconte une partie de notre intimité et de notre vie. L'argent ne définit pas qui on est, mais il reflète une partie de ce qu'on pense, de ce qu'on vit et de ce en quoi on croit. Alors merci à vous mes auditeurs parce que grâce à ce podcast, grâce à vous, j'apprends beaucoup y compris sur moi et je m'éclate tous les jours. Maintenant laissez-moi terminer en vous posant une question. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, aujourd'hui, de réaliser votre propre tour du monde, votre voyage quel qu'il soit, extérieur ou intérieur, votre reconversion, votre changement de vie? L'argent est-il un problème pour vous ou l'argent est-il une excuse? Je vous laisse avec cette réflexion et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, bye bye!